Bonjour, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Voici la présentation pour la semaine du 13 juin 2016. Bonjour à nos auditeurs. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans les pays francophones. Aujourd'hui, nous allons faire un retour sur le dernier webcast de l'équipe de Larouche, donc l'équipe de Lyndon Larouche aux États-Unis. Un webcast qui discute des grandes idées à mener à la dernière présentation de l'Institut Schiller, cette fois-ci à San Francisco, qui a lieu il y a de ça quelques jours, avec des présentations de plusieurs participants, notamment Mme Aigazep Larouche, dirigeante de l'Institut Schiller à l'échelle internationale, avec l'ancien sénateur américain Mike Gravel, un représentant, donc le consul général de la Russie à San Francisco, aussi d'autres panélistes très importants. Nous allons faire un court compte-rendu de cette présentation. Pourquoi? Parce que le but de l'organisation Larouche à l'échelle internationale est de recruter et de regrouper le leadership international, un leadership qui, comme on va le discuter, ne fait pas simplement qu'énumérer les problèmes et tirer la sonnette d'alarme concernant ces problèmes-là, évidemment en parlant du danger de guerre mondiale, mais ceux qui ont en fait le courage d'articuler une solution et de se battre contre une des pires maladies de l'esprit aujourd'hui, une maladie de l'esprit qu'on appelle aujourd'hui l'opinion populaire. Donc M. Larouche, durant les derniers jours, a parlé de la période actuelle, donc la période dans laquelle nous vivons maintenant, comme étant une période extrêmement dangereuse d'un point de vue historique. Et on ne peut que mieux comprendre ce que M. Larouche dit en regardant les différentes manœuvres militaires qui ont lieu maintenant sur la zone est de l'Europe, donc sur la frontière occidentale de la Russie. Donc des manœuvres de l'OTAN qui se produisent maintenant près de la Russie, dans les États baltiques, en Pologne et dans le sud de ces régions-là. Donc on parle d'une combinaison de quatre jeux de guerre différents. Donc on parle ici là, une des plus grandes manœuvres qui est en train de se dérouler maintenant se nomme Anaconda 2016. Et cette manœuvre implique 30 000 troupes de 24 pays différents, incluant 14 000 troupes américaines, 12 000 troupes de la Pologne, un millier de ce qu'on appelle des paratroopers, des exercices militaires très importants comme la traversée de la rivière Vistula, des exercices d'assaut nocturne, évidemment des tonnes de matériel militaire, 35 hélicoptères, 3000 véhicules militaires, des manœuvres navales, et nous en passons. En fait, on parle en tout, quand on reprend en fait les quatre manœuvres prises ensemble, on parle de plus de 60 000 troupes qui sont pas n'importe où. Elles ne sont pas en Irak, elles ne sont pas contre l'Allemagne nazie, elles sont autour de la Russie. Et en fait, ce qui se passe maintenant, ce que l'OTAN est en train d'accomplir maintenant représente le plus grand rassemblement de troupes près de la frontière russe depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc depuis l'opération Barbarossa de l'Allemagne nazie, donc qui planifiait à l'époque évidemment l'invasion de l'Union soviétique. Donc toutes ces troupes qui se bousculent sur la frontière russe ne créent pas simplement un grand danger en fait d'un accident, d'un simple incident qui pourrait enclencher une rapide escalade vers une guerre très intense entre la Russie et l'OTAN. Mais on voit aussi que c'est en fait une provocation créée par l'OTAN sous le leadership de Barack Obama. Donc une provocation directe contre la Russie. Et cela est reconnu en fait par les dirigeants de la Russie, notamment le président Poutine et le militaire russe. Et aussi des gens en Europe reconnaissent ce danger, notamment dans le magazine Der Spiegel, un des principaux magazines de l'Allemagne.
dans lequel on avait mercredi dernier un article qui parlait de ces manœuvres autour de la frontière russe, où l'article parlait de manœuvres qui vont beaucoup trop loin. Ici, qui met en garde sur le danger de jouer à la guerre réelle. Donc, on pense faire des pratiques, on pense s'amuser, on pense provoquer, mais en fait, on crée un danger de guerre, une guerre en fait qui pourrait devenir nucléaire. Et comme on va le voir tantôt, la Russie sait très bien que la situation actuelle ne peut que mener à une guerre complète, stratégique, une thermonucléaire, et non pas de guerre limitée ou de guerre qu'on appelle de guerre de tactique, mais une guerre totale, stratégique, thermonucléaire. Et en fait, quand on additionne tout ça avec le fait que Obama va être présent à la prochaine rencontre de l'OTAN à la mi-juillet en Pologne, on voit en fait que ces jeux de guerre sont en train de prendre place et ne vont pas diminuer d'intensité. Et pendant qu'Obama se présente au meeting de l'OTAN, il refuse toujours de s'asseoir avec Vladimir Poutine et de discuter en fait, par exemple, du pourquoi de l'installation de ces systèmes antimissiles Aegis sur le bord de la frontière russe. Donc on parle maintenant aujourd'hui d'une crise des missiles de Cuba renversée. Donc ce n'est plus maintenant l'Union soviétique qui met des missiles, c'est les États-Unis qui met des missiles tout près de la frontière. Donc ajouter en plus à cela l'allocation de 1000 milliards de dollars par Obama visant à moderniser l'arsenal militaire nucléaire, incluant l'achat d'ogives nucléaires B-61-12 et aussi les missiles LRSO, donc Long Range Standoff, donc des missiles qu'on appelle des missiles cruise, donc des missiles de longue portée achetés par les États-Unis, ou plutôt produites par les États-Unis, à un coût totalisant 1000 milliards de dollars. Suffisamment d'argent pour sûrement reconstruire un bon 20 ou 25% de l'économie américaine. Donc, faites le calcul. Et si on ajoute tout ça aux provocations très similaires qui se produisent de manière simultanée dans la mer de Chine méridionale, des provocations cette fois-ci contre la Chine. Donc, toute personne dotée de raison se demande aujourd'hui, quand il regarde ces faits-là, il se demande pourquoi est-ce qu'on cherche une guerre d'extinction, une guerre qui peut en fait mettre un terme à l'espèce humaine, alors que l'on pourrait travailler avec le président Xi Jinping et la Chine dans un partenariat, une coopération gagnant-gagnant pour une nouvelle architecture économique et stratégique pour la planète dans son entièreté. Donc pourquoi la guerre d'extinction plutôt que cette coopération? Donc le danger de guerre mondiale et la possibilité pour un changement de paradigme, ce que représente le changement, ce que représentent les politiques de la Chine actuellement, sont les deux propositions qui sont sur la table et qui ont été discutées à San Francisco lors de la conférence de l'Institut Schiller. Durant le webcast, on a eu Keisha Rogers et Mike Steger qui ont parlé de cette conférence-là, qui était intitulée, je vais lire le titre en anglais, Will the US join the New Silk Road? Global Scientific Development or Nuclear War? Donc, les États-Unis se joindront-ils à la nouvelle route de la soie, développement scientifique mondial ou une guerre nucléaire? Donc, Mme Elgazep-Larouche a pris part à la discussion, a fait une très bonne présentation dont on va justement on va vous donner un peu la conclusion que Mme Larouche a eue lors de cette présentation. Donc on va faire une traduction approximative. Donc voici la traduction. Donc Mme Larouche dit: la chose la plus importante qui me concerne maintenant sont ces menaces pour l'existence de l'espèce humaine sur la planète dans son entièreté. Car maintenant, l'espèce humaine est en danger.
Donc nous devons aujourd'hui nous mettre au diapason et comprendre que les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, en fait, on peut y trouver des remèdes à ces problèmes et en fait permettre à l'humanité de se sauver d'une catastrophe globale. Donc l'humanité, encore je le rappelle, est dans une situation de danger et ce à l'échelle de danger existentiel à l'échelle internationale. Donc ça c'était cette citation-là nous provient en fait de M. Larouche, donc Lyndon Larouche, dirigeant du Larouche PAC aux États-Unis. Donc un discours, une citation assez directe et assez éminente. Et évidemment à la conférence, on a eu une autre citation importante, cette fois-ci de Sergueï Petrov, qui était le consul général du consulat russe à San Francisco, qui lui, alors qu'on lui posait une question justement sur la situation entre les États-Unis et la Russie, il a répondu ainsi, il a dit « Je partage votre compréhension que nous sommes très près d'un conflit majeur, et je me permets d'ajouter qu'il n'y a pas de possibilité pour une guerre nucléaire limitée. Si une guerre nucléaire débute, ce sera la fin du monde. » Donc une déclaration très dure aussi de Sergueï Petrov, donc le consul général du consulat russe à San Francisco, aux États-Unis. Donc on peut voir que je ne vais pas dire la noirceur, mais disons le sérieux de ces deux déclarations-là nous donne un peu l'idée de qu'est-ce qui a été discuté lors de cette conférence à San Francisco. Donc on n'y est pas allé avec des pincettes, comme on dit. On y est allé directement sur les points les plus importants. Et donc, ce dont Mme Larouche a parlé durant sa présentation, elle a posé deux questions. En fait, elle a dit « Comment sont-nous arrivés là ?» Et la deuxième question qu'elle s'est posée, elle a dit « Quelles sont les solutions à la crise auxquelles nous faisons face ?» Et il faut bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, en fait, pour ceux qui sont de nouveaux auditeurs, il faut bien comprendre le rôle très important, le rôle crucial qu'a joué M. et Mme Larouche à travers les dernières décennies au niveau politique, au niveau économique. Donc un rôle qui est crucial, historique et central dans la bataille pour en fait renverser le fascisme et l'impérialisme britannique financier qui est en fait le problème sous-jacent à toutes les crises à travers le monde. Donc, et M. Larouche et Mme Larouche qui organisent depuis déjà des décennies autour de politiques de développement économique comme par exemple le pont terrestre eurasiatique et aujourd'hui la nouvelle route de la soie, en fait une politique articulée à l'époque de l'effondrement de l'Union soviétique dans le but en fait de ranimer les économies du monde, incluant l'économie russe, qui était à l'époque en train de se faire détruire par le système britannique et américain. Donc, une tentative qui aujourd'hui fonctionne. Donc, le leadership chinois, russe et indien, en fait, travaille de manière indirecte avec M. Larouche et applique en fait les propositions faites par M. et Mme Larouche il y a de cela déjà plusieurs décennies. Et ce travail-là a été continuel et c'est important de le reconnaître et de l'étudier. Donc on va évidemment toucher à cela aujourd'hui dans la présentation. Donc, Mme Larouche, durant sa présentation, donc on va maintenant parler de la conclusion de Mme Larouche durant l'événement à San Francisco. Donc, Mme Larouche conclut en disant « Les solutions à tous nos problèmes sont déjà présentes. Donc, c'est très facile de les appliquer, elles sont déjà là. Nous avons déjà une nouvelle route de la soie qui s'intègre maintenant à l'économie mondiale. Nous avions avant cela la proposition faite par notre organisation du triangle productif, donc en 1991. Par la suite, cette politique est devenue le pont terrestre eurasiatique et aujourd'hui, la nouvelle route de la soie, qui était l'idée que nous avions annoncée à l'époque où le mur de Berlin s'est effondré, donc dans une optique pour insérer les économies de l'Europe
avec celle de l'Asie, avec des corridors de développement à travers tout l'Eurasie. Donc ce processus, ce programme de la nouvelle route de la soie, à l'époque, aurait changé le monde et nous aurait amené en fait plus près de la paix. On se rappelle à l'époque, en fait, le développement pour la route de la soie a été remplacé par la première guerre en Irak, donc la fameuse guerre Desert Storm, tempête du désert qui a eu lieu en 92. Et c'est justement ce que George Bush Senior, Margaret Thatcher et François Mitterrand ont organisé afin d'empêcher en fait le développement de l'Europe de l'Est et du reste de l'Asie. Donc à l'époque, ces trois personnages, donc les États-Unis avec Bush, l'Empire britannique avec Thatcher, la France de François Mitterrand, voulaient réduire la Russie en fait à un pays du tiers-monde qui ne serait qu'un simple exportateur de matières premières. Et ils ont imposé ce qu'on appelle une thérapie de choc contre la Russie, donc un pillage financier total. Ils ont démantelé le potentiel de productivité russe en l'espace de 3 ans. Et donc ces gens-là n'avaient aucune intention de permettre à l'Allemagne, qui se réunissait, de devenir un pilier du développement eurasiatique. Donc voici ce qui s'est produit. Donc on parle carrément d'un génocide contre la Russie dans les années 90, qui étaient les conséquences en fait, des politiques de George Bush Senior. Ensuite, vous avez eu une certaine interruption de cette destruction avec la politique de Bill Clinton, mais par la suite, avec Bush Jr. et Barack Obama, on est revenu dans ce projet, ce vieux projet de ce qu'on appelle la doctrine du siècle américain, cette doctrine développée par les néoconservateurs américains, dont Paul Wolfowitz, qui était un des anciens conseillers de George Bush Jr. Et aujourd'hui, heureusement, en 2013, le président chinois Xi Jinping a annoncé sa politique de nouvelle route de la soie comme étant le nouvel objectif stratégique de la Chine. Donc, dans les 3 dernières années, depuis le début de cette politique chinoise, qui vise en fait à mettre un terme au concept de géopolitique, comme on le connaît aujourd'hui, cette idée de diviser pour régner, cette idée là de prendre le monde entier et d'en faire un gros jeu vidéo où on fait des alliés, on se fait des ennemis et on se bat les uns contre l'autre. Cette géopolitique-là doit disparaître. Et en fait, ramener le concept de l'ancienne route de la soie, une coopération gagnant-gagnant entre les nations de la planète. Et cela, en fait, est en train de marcher, en fait, de fonctionner de manière de plus en plus rapide. Et il faut se rappeler, quand on parle de la route de la soie, on ne parle pas simplement ici de la soie. La route de la soie est en fait un vaste programme de coopération et d'échange entre les différentes cultures. Donc, un échange de biens, un échange de technologies, un échange de produits rares, mais aussi un échange, en fait, de culture, un échange de manifestations culturelles, comme Mme Larouche le dit. Et c'est ça, en fait, qui a mené un très grand bénéfice pour toutes les nations impliquées dans ce projet-là. Donc, aujourd'hui, c'est ce principe de la route de la soie qu'il faut ramener et qui est en train d'être ramené par la Chine. Donc, la Chine, déjà, a écouté les projets, la liste de projets d'infrastructures annoncés il devient de plus en plus long. On parle évidemment de centaines de projets conclus entre la Chine, avec différentes organisations comme l'Organisation des pays de l'ASEAN, les pays de l'Amérique latine, de l'Europe, de l'Afrique, donc en fait de partout, et même à travers l'Union économique eurasiatique, donc évidemment ce qui implique la Russie. Donc partout, on a ces grands projets qui sont annoncés. Et contrairement à ce qu'on nous dit, on nous parle aujourd'hui de la crise économique chinoise, qui est un peu ridicule concernant l'état délabré des pays de l'Europe et des Amériques. Ne vous inquiétez pas trop pour la Chine du point de vue économique. La Chine est en train, en fait, de faire un changement d'orientation économique pour passer d'une économie d'exportation, on se rappelle les fameux sweatshops,
donc les centres de travailleurs à bon marché qui produisent un paquet de bébelles, comme on dit, comme on dit ici au Canada. Donc des cochonneries qui sont produites dans des marchés à 1 $. Donc la Chine s'éloigne de cela pour en fait devenir un exportateur de technologie et évidemment se concentre sur le développement de son territoire avec comme grande réussite avoir réussi durant les dernières décennies à élever environ 600 millions de personnes hors de la pauvreté pour donner en fait un standard de vie décent en Chine. Et ça, c'est vraiment la Chine, ce qu'elle fait maintenant, c'est la politique qui est la plus intelligente possible dans le monde actuel. Et elle vise justement à sortir les gens dans le besoin, les sortir de la pauvreté, les sortir de cette instabilité, pas simplement économique, une instabilité sociale. Et c'est ça en fait qui a permis de créer le miracle économique chinois actuel. C'est cette intention d'élever la population. Et même que la Chine a fait des offres pour que les États-Unis travaillent de concert avec la Chine pour pas simplement le développement des États-Unis, mais le développement, par exemple, du continent africain. Il faut se rappeler, la crise des réfugiés actuelle, c'est en fait une crise qui est due aux politiques militaires de l'OTAN, surtout des États-Unis et de l'Angleterre depuis le 11 septembre. Donc afin d'en fait d'aider les millions de réfugiés qui s'entassent en Europe et qui risquent leur vie soit dans le désert du Sahara, soit dans la mer Méditerranée. En fait, on voit des gens qui sont prêts à tout, sont prêts à mourir pour essayer de se sortir de ces conditions-là. Et en fait, quand on les regarde de plus près, on se rend compte que c'est vraiment 50 ans d'une politique du Fonds monétaire international qui a bloqué tout développement économique sérieux en Afrique. Et c'est pour ça en fait que les gens risquent de mourir en traversant la Méditerranée ou le Sahara. Ils savent qu'il n'y a pas d'avenir dans le nord de l'Afrique, dans le Proche-Orient. Donc ils sont prêts à tout pour rester en vie et avoir une chance justement de vivre une vie décente. Donc le vrai rôle de l'Europe, c'est pas de simplement accueillir tout le monde. C'est bien, mais si on s'en limite à ça, on va pas aller très très loin. Il faut au contraire reconstruire l'Afrique, il faut reconstruire le Proche-Orient, et ça c'est vraiment une obligation morale, comme le dit Madame Larouche. Donc évidemment, quand on regarde les États-Unis, on parle souvent de l'Empire américain. Bien, détrompez-vous. En fait, un empire, ce que ça a de particulier, c'est que l'empire ne profite qu'à certaines personnes. Donc, oubliez le miracle économique américain, cela n'existe plus depuis les années 60. Aujourd'hui, on a en fait des statistiques horribles en termes de productivité, en termes de chômage, en termes de drogue. Les États-Unis sont vraiment, je dirais pas que c'est un pays du tiers-monde, mais c'est un pays en déclin très rapide. Donc la population américaine est dans des conditions terribles, alors qu'une minorité de gens à Wall Street organisent des fêtes, se couvrent le visage de cocaïne et planifient la destruction du reste du monde. Donc les États-Unis, eux aussi, ont besoin de ces projets d'infrastructure. Les routes sont terribles, le trafic est ridicule. Les gens perdent des heures de leur vie à chaque jour dans un trafic incroyable. Et aux États-Unis, en fait, le système ferroviaire est complètement désuet. La Chine, elle, a déjà plus de 20 000 kilomètres de voies de chemin de fer, de voies ferrées pour le train à haute vitesse, et il planifie atteindre 50 000 kilomètres d'ici 2020. Donc on est dans une politique tout à fait différente, alors qu'ici, que ce soit le Canada, les États-Unis ou le reste de l'Amérique latine, en termes de chemin de fer à haute vitesse, il n'y a absolument rien. Donc, les États-Unis doivent en fait aider le reste du monde à se joindre à cette route de la soie, afin de vraiment avoir une connexion internationale et ainsi vraiment briser ce concept dont on parlait plus tôt, ce concept de géopolitique impériale. Donc, les États-Unis doivent se retirer
de cette course vers la confrontation avec la Russie. Donc, ils doivent délaisser ces grands investissements d'1 milliard de dollars pour les armes nucléaires, ces budgets militaires qui sont gargantuesques. Et au lieu de cela, vraiment prendre Wall Street, mettre ça à la poubelle, amener des législations comme la législation Glass-Steagall, retourner vers la politique d'Alexander Hamilton, politique justement de crédit improductif pour relancer une vaste campagne de construction d'infrastructures aussi évidemment nouvelles, comme le fait déjà la Chine avec la Russie, avec l'Inde et les autres nations qui sont partenaires de cette route de la soie. C'est ça vraiment le choix qu'a les États-Unis maintenant. Et c'est peut-être difficile aujourd'hui pour les gens de penser à tout ça et comment ça peut se réaliser, mais il faut simplement retourner dans l'histoire. Il faut penser à Kennedy, il faut penser à John F. Kennedy et ce que lui il a fait pour les États-Unis. Et cette idée aussi de cette vision qu'avaient les gens à un certain moment donné dans l'histoire des États-Unis comme étant un temple de la liberté, comme étant le pays des gens libres. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Vraiment, la République américaine est devenue un pantin de cet impérialisme britannique qui détruit la population mondiale aujourd'hui. Donc les Américains doivent retourner à leurs sources, doivent retourner à Benjamin Franklin, Washington, Alexander Hamilton, Franklin Roosevelt, Martin Luther King et ce genre de personnes-là. Et de vraiment mobiliser la population, mobiliser la nation au complet pour une véritable solution. Parce que souvent les gens, et surtout quand on est en période électorale, les gens deviennent un peu fous et les gens pensent que tout peut se résoudre avec un simple vote à tous les 4 ans. Et aujourd'hui, les Américains auront le choix entre Hillary Clinton et Donald Trump, qui évidemment 2 choix catastrophiques de leur propre manière, mais ne vous attendez pas à rien de nouveau avec ces 2 candidats-là. Donc il faut vraiment mobiliser tout le monde et s'assurer qu'on ait vraiment un monde complètement en transformation. Et il faut se rappeler, l'être humain n'est pas un animal. L'humanité n'est pas limitée en fait à subir l'inévitable. L'espèce humaine est la seule espèce capable de raison, capable de volonté libre et en fait de définir et de créer un avenir beaucoup plus beau, beaucoup plus productif. C'est ce qu'on a vu par exemple avec le projet Apollo, le projet spatial à l'époque de John F. Kennedy. C'était l'idée d'avoir pas simplement d'aller sur la Lune, mais de faire un monde meilleur. Et aujourd'hui, on peut tout à fait refaire cela. Nous avons une grande possibilité devant nous et il faut justement que les Américains agissent comme des Américains, de vrais Américains, et ainsi le monde entier pourra changer et être plus heureux, et ce très rapidement. Donc je ferme la parenthèse, c'était la conclusion de Mme Larouche à sa présentation donnée à San Francisco la semaine dernière. Donc faisons maintenant un retour sur la conférence et en fait c'est Michael Steger qui a fait ce retour durant le webcast pour expliquer en fait qu'une des choses les plus importantes de tout ce processus de discussion, d'action politique, c'est vraiment en fait de comprendre qu'est-ce que l'organisation de Larouche est vraiment en train de créer maintenant. Et ça c'est important de bien le comprendre. Et une des premières choses qui peut aider justement à comprendre ce processus-là, c'est en fait la présence de l'ancien sénateur américain Mike Gravel, qui était l'ancien sénateur, si je ne me trompe, de l'Alaska, et qui lui représente justement la véritable tradition politique américaine, la vraie tradition politique américaine, celle de reconnaître qu'il faut se battre pour la vérité. Et que si on veut faire cela, il faut aller contre l'opinion populaire et la pression de nos pères. Donc la pression populaire qui nous dit « fais ci, fais ceci, fais cela, la majorité l'emporte, si la majorité dit ça. » Il y a quelque chose d'épeurant en politique d'aller contre la majorité. Et c'est là le problème en politique, c'est cette peur, cette pression
d'agir pour l'intérêt de la majorité plutôt que de se concentrer sur la vérité. Et comme le disait M. Larouche déjà, on ne peut pas se battre politiquement et en même temps suivre l'opinion populaire. Donc déjà une déclaration très importante de M. Larouche et M. Gravel. Donc à la conférence, il y avait par exemple M. Howard Chang, donc Dr. Howard Chang, qui est un ingénieur civil très important aux États-Unis. Donc, comme on disait aussi, on avait le consul général de la Russie à San Francisco qui était là. Et une des questions clés, en fait, qui a été discutée durant la présentation, en fait, les standards de notre organisation, donc de l'organisation Larouche. Et que, en fait, c'est quelque chose de vraiment unique dans la crise existentielle que nous vivons maintenant. Le but de notre organisation, les standards que nous offrons, en fait, visent à donner aux individus une opportunité de mener une bataille politique au niveau nécessaire qui permet d'inspirer les gens et d'inspirer aussi ceux qui font partie de la bataille vers, en fait, le but commun de l'humanité et de permettre de résoudre de véritables crises mondiales aujourd'hui. Quand on parle de résoudre la crise mondiale, souvent beaucoup de gens vont se tourner et dire « Ah ben c'est impossible » ou « c'est trop compliqué » et déjà l'esprit se ferme et la discussion est brisée. Et c'est là souvent le problème. Pour pouvoir comprendre la crise actuelle, il faut penser d'une manière tout à fait différente. Donc comme le disait Mike Steger, il dit « Ça arrive trop souvent que les gens veulent parler d'une crise économique. Ils vont parler d'une crise qui augmente, une crise qui escalade, mais leur méthode de discussion n'est pas efficace, n'arrive pas à adresser, en fait, la véritable méthode par laquelle on va résoudre le problème. Donc, il faut reconnaître que la méthode d'analyse, la méthode d'action politique, on pourrait dire, qui est nécessaire pour adresser ces problèmes-là, ne se trouve pas dans l'opinion populaire. Je trouve en deçà de cette opinion-là. Donc, aujourd'hui, on parle, évidemment, quand on parle de problèmes comme arrêter la guerre mondiale, relancer l'économie mondiale, il ne s'agit pas ici de simplement boucher un nid de poule. Il s'agit au contraire, il s'agit d'embarquer l'humanité dans un nouveau voyage, dans une nouvelle aventure. Et donc, par exemple, quand on prend le cas de la Chine, un fait intéressant, la Chine aurait proposé récemment de construire un court chemin de fer à haute vitesse entre Los Angeles et Las Vegas. Et malheureusement, les États-Unis n'ont pas permis la création de ce projet-là, qui n'est pas le projet le plus, on pourrait dire, ce n'est pas le plus important projet qui existe, mais c'est pour donner une idée que la Chine a offert son aide, les États-Unis ont refusé. Et qu'en fait, la grandeur ou l'ampleur des problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui ne peuvent pas être résolus simplement en se donnant bon esprit, ou en se donnant bonne conscience, ou en fait en rejetant la tension qui est créée dans ce genre de discussion politique. Donc beaucoup de gens en fait veulent un simple mécanisme pour résoudre une crise existentielle. On veut un mécanisme, on veut se débarrasser d'une personne, on veut voter une nouvelle personne au poste de président ou à tel autre poste. On veut un mécanisme simple qui demande une simple action et qui va nous permettre par la suite de retourner nous coucher et de continuer d'ignorer la politique, pensant que nous avons en fait tout changé avec une simple action. C'est un peu en fait ce qui s'est passé quand Barack Obama a été élu. Les gens ont voté pour Obama pensant avoir créé une véritable révolution. Les gens sont retournés à se coucher dans leur lit, se sont endormis très rapidement et les problèmes ont continué à accélérer et la situation est devenue de plus en plus horrible comme on le sait maintenant aujourd'hui. Donc le but donc en fait oui, comme on le disait, on parle à beaucoup de gens aujourd'hui qui nous demandent pour qui allez-vous voter, Trump ou Hillary Clinton?
Et quand on leur dit qu'il faut passer au-delà de ça, et qu'il faut en fait discuter d'une méthode supérieure pour résoudre ce problème-là, on nous relance, oui, mais vous devez aller voter, donc pour qui allez-vous voter? Donc les gens résistent. Et M. Larouche, en fait, parle de ce problème, justement, de l'opinion populaire. Que c'est cette opinion populaire qui, en fait, garde les gens enfermés dans leur petit esprit et dans leur petite façon de faire. Donc, en fait, il faut discuter, il faut découvrir qu'il y a quelque chose d'unique qui fait avancer l'espèce humaine vers, en fait, vers le progrès. Et l'humanité n'avance pas comme un simple animal ou une simple espèce animale. Donc, si un animal est dans un environnement qu'il n'aime pas, il va tenter de le quitter. Mais l'être humain ne peut pas faire ça. L'être humain doit en fait résoudre le problème. Et le problème ne se résout pas simplement parce que nous avons un problème avec l'environnement. Là, je ne parle pas d'environnement d'un point de vue écologique, je parle simplement de l'environnement social, national, etc. Donc, en fait, la seule manière pour l'être humain de résoudre des problèmes est en fait, d'utiliser sa nature créative, sa nature, en fait, qui va lui permettre d'avancer et d'évoluer. Et cela ne se fait pas simplement en dénigrant un problème ou en critiquant un problème. C'est au contraire, il faut développer cette créativité-là, comme un muscle. Donc, il faut faire des découvertes sur, en fait, le fonctionnement de l'univers. En fait, des découvertes qui n'ont jamais été faites auparavant. Et donc, c'est souvent ça qui manque dans le dévouement qu'ont les gens en politique. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on manque de leadership aux États-Unis comme en Europe, c'est que les gens ont perdu ce sens de créativité et ils ne se dévouent pas vraiment à l'espèce humaine, mais ils vont se dévouer à un simple petit groupe ou à un simple État ou à un simple pays, une simple culture. Et c'est comme ça, en fait, que les problèmes deviennent de plus en plus grands. Quand on regarde l'extension de la nouvelle route de la soie, on se rend compte que on voit, en fait, la naissance de plusieurs collaborations très intenses entre la Chine, l'Inde, la Russie, l'Iran, l'Égypte, etc. Et donc, ces nations-là se joignent à cette coopération-là, et c'est vraiment une nouvelle politique. Parce que quand on regarde les 15 dernières années, depuis le 11 septembre 2001, on se rend compte que la politique, c'était des changements de régime, des guerres, production incroyable de drogue, dont l'Afghanistan, une destruction de l'esprit et de la créativité en Europe et dans les Amériques avec cette même drogue. Donc vraiment une destruction de l'esprit, une destruction des nations envahissantes, comme les États-Unis ou les nations de l'Europe. Donc tout le monde y passe. Et là, on a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc, on entend souvent les experts nous parler de guerre, de danger de guerre nucléaire, mais à un certain point, de simplement tirer la sonnette d'alarme ne suffit plus. Surtout quand c'est la 50e personne qui vous le dit, à un certain point, c'est évident qu'il faut autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut se tourner dans l'histoire et regarder, par exemple, il y a de cela environ 50 ans, le leadership de gens comme John F. Kennedy, des gens qui ne voulaient pas simplement aller sur la Lune, des gens qui cherchaient en fait à créer les conditions pour l'amélioration de la population au niveau international. C'était d'aller sur la Lune, c'était des grands projets hydrauliques du sud-ouest et du nord-ouest des États-Unis, c'était le développement du continent africain. Donc on voulait amener l'humanité dans une nouvelle vision du monde, une vision beaucoup plus grande, avec une force beaucoup plus grande, un potentiel beaucoup plus grand. Et c'est ça que des gens comme Martin Luther King ou Robert Kennedy, par la suite, ont réussi à faire. Ils ont créé cette résonance avec la population. Et notre organisation, après avoir travaillé de longue haleine avec de grands scientifiques, comme par exemple le scientifique Kraft Erike, qui est un véritable visionnaire par rapport au programme spatial. Donc le simple but du programme spatial et de ce que les gens en fait comme Kraft Erike disaient, c'était pas qu'ils voulaient simplement aller dans l'espace pour avoir du plaisir, mais ils cherchaient en fait à développer l'amélioration, on pourrait dire le progrès culturel
de l'espèce humaine. Donc, d'améliorer et de poursuivre le progrès culturel de l'espèce humaine. Et c'est ça que ce leadership voulait créer. Donc, très différent d'avec la politique d'aujourd'hui. Et ce qui a été dit justement à ce séminaire à San Francisco, c'est que beaucoup de gens, en fait, sont attirés vers cette qualité de leadership si, évidemment, on y ressent un certain sens d'honnêteté et aussi cette habileté à démontrer que la méthode la meilleure, en fait, c'est d'agir sur l'amélioration de l'esprit humain et de la créativité humaine. Et c'est ça, en fait, qui est le défi pour la population des États-Unis et de l'Europe aujourd'hui. Et donc, les standards, les niveaux politiques, les niveaux de leadership actuels mettent, en fait, la population du monde en danger et que les nouveaux standards élaborés par l'organisation du mouvement Larouche, l'organisation de M. Larouche, vise en fait à accroître et solidifier une population afin qu'elle résoudre les problèmes et puisse amener une civilisation ou plusieurs civilisations vers l'avant. Et donc, c'était là la nature de la discussion qui a eu lieu, en fait, donc qui a eu lieu mercredi dernier, donc le 8 juin 2016, et que voilà en fait le rôle de l'organisation politique de Larouche et pourquoi en fait nous devons viser à ce que la nation même des États-Unis en fait reprenne ce principe de l'organisation Larouche. Donc il faut que la population devienne meilleure. Les gens doivent devenir plus courageux, plus intelligents, et avoir aussi une plus belle conscience, un esprit qui va vers le beau, vers le vrai, afin justement de résoudre les problèmes. Parce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes actuels avec de simples mécanismes, c'est impossible. Donc, ce qu'il faut voir en fait, c'est que la bataille qu'il faut mener aujourd'hui est vraiment une bataille en fait de standards. Est-ce qu'on peut avoir des gens dévoués, qui se dévouent, qui se dédient à l'espèce humaine dans son entièreté, car c'est vraiment là la seule manière dont on peut résoudre le problème actuel. Et pour terminer, parlons justement de ce qu'avait à dire Madame Keisha Rogers, qui elle représente le mouvement Larouche au Texas. Donc elle poursuit en parlant du rôle unique qu'a joué Monsieur Lyndon Larouche durant les dernières décennies dans son identification, dans son analyse de ce qu'on appelle aujourd'hui la science de l'économie physique. Et c'est ça en fait qui caractérise la relation qu'avait M. Larouche avec Kraft Ericke et d'autres leaders politiques de l'époque dans leur rejection, dans le rejet de les limites appliquées à la croissance humaine. On parle souvent de cette limite comme par exemple le Club de Rome, qui était reconnu à l'époque, dans les années 70, comme l'organisation pour la désindustrialisation des économies du monde. Donc on parlait à l'époque justement des limites de la terre, des limites des ressources et de la destruction causée par l'économie humaine. Donc M. Larouche, comme M. Ericke, ont rejeté et même réfuté les propos de ce type de groupe qu'on entend aujourd'hui. En fait, on entend Greenpeace, on entend différents écologistes prominents comme Al Gore, David Suzuki. Donc, ces gens qui font la promotion en fait de cette de l'annulation. On va annuler l'espèce humaine. On va retourner l'espèce humaine au niveau d'animal parce que ces groupes-là en fait appliquaient les mêmes limites aux humains, en fait les limites que connaissent les animaux. C'est les animaux qui en fait ne peuvent que vivre selon leur environnement sans jamais vraiment le changer, sauf peut-être sur des milliers et des milliers d'années. Donc, M. Larouche, M. Ericke ont rejeté ces limites de la croissance. M. Larouche a même écrit un livre intitulé « Il n'y a pas de limite
à la croissance. Donc, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Mais quand on regarde, par exemple, Krafft Erike, ce pionnier du développement spatial, un pionnier allemand, donc qui lui disait que, en fait, il fallait changer l'épistémologie et la philosophie concernant l'identité de la nature humaine. Et donc, en fait, de promouvoir cette création d'un système international ouvert. Et là, je ne parle pas d'échange, je ne parle pas de libre-échange comme on le connaît aujourd'hui, mais je parle d'un système ouvert d'un point de vue de la créativité humaine. Donc, contrairement à la politique malthusienne d'aujourd'hui, qui vise à réduire la population mondiale, et en fait, une politique tout à fait impériale promue par des gens qui pensent qu'ils ont bonne conscience. Donc, en fait, Krafft Erike parlait de cette ouverture de l'esprit, de la créativité, visant pas simplement l'amélioration des technologies ou la création de nouvelles technologies pour l'espèce humaine, mais en fait regardait l'impact de ces avancements technologiques-là, leurs impacts sur la condition des êtres humains et sur leur culture et sur le progrès de l'espèce humaine dans son entièreté. Donc, un peu de la meilleure manière, un peu d'une autre manière, mais c'est toujours le même sujet. M. Larouche, lui, ne parlait pas simplement comme du fait qu'une nouvelle technologie peut nous aider à faire un bond, faire un saut du niveau au niveau économique, au niveau de notre société. Mais ce qu'il fallait regarder, ce n'est pas simplement le saut en lui-même, mais c'est de regarder cette succession de sauts dans le progrès économique de la société mondiale sur plusieurs milliers d'années. Donc de voir comme je le répète, cette succession de sauts dans le progrès économique des sociétés. Donc M. Erike et M. Larouche ont développé cette conception-là, et c'est pour ça en fait qu'ils étaient vraiment deux génies, chacun dans leur domaine, mais qui ont réussi à arriver à cette idée unifiée du développement de l'espèce humaine. Et dans ce développement-là ouvert, dans ce développement-là sans limite de la créativité humaine, ben c'est évident que une des barrières, ou disons un des champs d'action de cette créativité humaine va être l'espace, va être l'expansion de l'activité humaine dans l'espace. Et là, je ne vous parle pas de créer des banlieues sur la Lune ou sur Mars, ou de faire des centres d'achat sur Neptune. Je vous parle évidemment de l'expansion de l'esprit humain, l'expansion des connaissances sur le système solaire et sur la galaxie, sur l'univers dans son entièreté. Et donc, en fait, les gens doivent étudier ce que signifient les théories économiques de M. Larouche, pourquoi il n'existe pas de limites à la croissance, et pourquoi il faut toujours, en fait, pousser ces limites-là, pousser l'espèce humaine au-delà de ses connaissances, toujours pour aller, en fait, en s'améliorant d'année en année, de génération en génération. Donc, Krafft Erike parlait de ce qu'il appelait l'impératif extraterrestre, donc la nécessité pour le développement de l'espèce humaine, du point de vue non simplement de technologie, mais du point de vue, en fait, métaphysique, qu'on pourrait dire. Donc, d'aller dans l'espace pour créer ce véritable progrès de l'espèce humaine. Et évidemment, la colonisation de l'espace est le sujet le plus important aujourd'hui. On le voit avec la mobilisation de la Chine qui vise là, bientôt à aller faire du travail minier sur la Lune pour aller chercher l'hélium 3 dans le but de créer la fusion nucléaire. On parle ici là, en fait, une des plus grandes manœuvres qui est en train de se dérouler maintenant se nomme Anaconda 2016. Et cette manœuvre implique 30 000 troupes de 24 pays différents, incluant 14 000 troupes américaines, 12 000 troupes de la Pologne, 1 millier de ce qu'on appelle des paratroopers, des exercices militaires très importants comme la traversée de la rivière Vistula, des exercices d'assaut nocturne,
évidemment des tonnes de matériel militaire, 35 hélicoptères, 3000 militaires, 3000 véhicules militaires, des manœuvres navales, et nous en passons. En fait, on parle en tout, quand on reprend en fait les quatre manœuvres prises ensemble, on parle de plus de 60 000 troupes qui sont pas n'importe où. Elles ne sont pas en Irak, elles ne sont pas contre l'Allemagne nazie, elles sont autour de la Russie. Et en fait, ce qui se passe maintenant, ce que l'OTAN est en train d'accomplir maintenant représente le plus grand rassemblement de troupes près de la frontière russe. Bonjour, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Voici la présentation pour la semaine du 13 juin 2016. Bonjour à nos auditeurs. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans les pays francophones. Aujourd'hui, nous allons faire un retour sur le dernier webcast de l'équipe de Larouche, donc l'équipe de Lyndon LaRouche aux États-Unis. Un webcast qui discute des grandes idées à mener à la dernière présentation de l'Institut Schiller, cette fois-ci à San Francisco, qui a lieu il y a de ça quelques jours, avec des présentations de plusieurs participants, notamment Mme Helga Zepp-LaRouche, dirigeante de l'Institut Schiller à l'échelle internationale, avec l'ancien sénateur américain Mike Gravel, un représentant, donc le consul général de la Russie à San Francisco, aussi d'autres panélistes très importants. Nous allons faire un court compte-rendu de cette présentation. Pourquoi? Parce que le but de l'organisation LaRouche à l'échelle internationale est de recruter et de regrouper le leadership international, un leadership qui, comme on va le discuter, ne fait pas simplement parler de manœuvres qui vont beaucoup trop loin. Ici, qui met en garde sur le danger de jouer à la guerre réelle. Donc, on pense faire des pratiques, on pense s'amuser, on pense provoquer, mais en fait, on crée un danger de guerre, une guerre en fait qui pourrait devenir nucléaire. Et comme on va le voir tantôt, la Russie sait très bien que la situation actuelle ne peut que mener à une guerre complète, stratégique, thermonucléaire, et non pas de guerre limitée ou de guerre qu'on appelle de guerre de tactique, mais une guerre totale, stratégique, thermonucléaire. Et en fait, quand on additionne tout ça avec le fait que Obama va être présent à la prochaine rencontre de l'OTAN à la mi-juillet en Pologne, on voit en fait que ces jeux de guerre sont en train de prendre place et ne vont pas diminuer d'intensité. Et pendant qu'Obama se présente au meeting de l'OTAN, il refuse toujours de s'asseoir avec Vladimir Poutine et de discuter depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc depuis l'opération Barbarossa de l'Allemagne nazie, donc qui planifiait à l'époque évidemment l'invasion de l'Union soviétique. Donc toutes ces troupes qui se bousculent sur la frontière russe ne créent pas simplement un grand danger en fait d'un accident, d'un simple incident qui pourrait enclencher une rapide escalade vers une guerre très intense entre la Russie et l'OTAN. Mais on voit aussi que c'est en fait une provocation créée par l'OTAN sous le leadership de Barack Obama. Donc une provocation directe contre la Russie. Et cela est reconnu en fait par les dirigeants de la Russie, notamment le président Poutine et le militaire russe. Et aussi des gens en Europe reconnaissent ce danger, notamment dans le magazine Der Spiegel, un des principaux magazines de l'Allemagne, dans lequel on avait mercredi dernier un article qui parlait de ces manœuvres autour de la frontière russe où l'on énumérait les problèmes et tirer la sonnette d'alarme concernant ces problèmes-là, évidemment en parlant du danger de guerre mondiale, mais ceux qui ont en fait le courage d'articuler une solution et de se battre contre une des pires maladies de l'esprit aujourd'hui, une maladie de l'esprit qu'on appelle aujourd'hui l'opinion populaire. Donc M. LaRouche
durant les derniers jours, a parlé de la période actuelle, donc la période dans laquelle nous vivons maintenant, comme étant une période extrêmement dangereuse d'un point de vue historique. Et on ne peut que mieux comprendre ce que M. Laroche dit en regardant les différentes manœuvres militaires qui ont lieu maintenant sur la zone est de l'Europe, donc sur la frontière occidentale de la Russie. Donc des manœuvres de l'OTAN qui se produisent maintenant près de la Russie, dans les États baltiques, en Pologne et dans le sud de ces régions-là. Donc on parle d'une combinaison de quatre jeux de guerre différents. Donc